Un grand merci, Sarah. Je pense que je n'aurais pas pu témoigner mieux que toi. J'avais préparé quelque chose à réserve, mais ce n'est vraiment pas nécessaire. Ce qui est terrible, c'est que, en fait, j'ai un fils de 33 ans. Je vous dis d'où je viens avant de parler, de faire les quelques conclusions. J'ai un fils de 33 ans qui a été diagnostiqué autiste sévère par le SUSAMONS. Merci, vous nous avez sauvé la vie. Quand il avait presque 11 ans. Merci aussi aux formations pour les parents à résidentiel qui nous ont permis un peu de dédramatiser la situation à l'époque. Et puis, c'est vrai qu'au niveau scolaire, c'était très dur. Nous avons connu en tout 9 exclusions scolaires, dont plusieurs exclusions aussi des écoles spécialisées, parce que son cas était un peu similaire à celui de Jack. Beaucoup de troubles du comportement, très mauvaise prise en charge lorsqu'il était petit, prise en charge psychanalytique. Si quelques-uns ici parmi vous fait partie de cette mouvance, je les conseille très vivement de s'informer, de se renseigner, de se former autrement, parce que la psychanalyse, je le dis, j'assume, en matière d'autisme, ne sert à rien. Alors, nous avons récupéré tout ça. Nous avons récupéré le gâchis, les dégâts, mais sachez que on a découvert un jour un diagnostic qu'on avait fait à mon fils à l'âge de 6 ans dans un centre et qui ne nous avait pas été donné et qui était de TED de noces, les fameux TED de noces, c'est-à-dire troubles envahissants du développement non autrement spécifié, à savoir qu'à l'époque ce n'était pas encore de l'autisme sévère et qu'en 4 ans de temps, 4-5 ans de temps, mon fils est devenu autiste sévère. Voilà. Nous avons récupéré et le deuxième sauvetage a été la Flandre. Ben oui, la Flandre, puisque nous sommes bruxellois, nous pouvons nous permettre d'opter pour passer de l'autre côté de la frontière. Donc mon fils était expatrié dans son propre pays et en Flandre, nous avons enfin trouvé un accueil, un logement, une forme résidentielle, mais aussi des activités épanouissantes, très similaires au projet de Pilotis, et donc où mon fils fait du travail dans la communauté, dans sa propre communauté, mais aussi dans les communautés plus larges, dans un petit village à côté de Ninove qui s'appelle Denderwindeke. Et là, il peut aller travailler à la ferme, il peut aider dans une maison pour personnes âgées. Il va mettre la table, il va faire le service, il va plier le linge. Et là, ils seront utiles. Et il revient à la maison tous les week-ends, bien entendu, parce qu'il a toujours son chez lui, à la maison. Et il revient avec un sentiment d'épanouissement que, voilà, je ne l'ai pas connu pendant 32 ans. Donc oui, il existe des services, oui, il existe de bons services. Je suis d'accord. Simplement, ils ne sont pas suffisants. Et ça, c'est un peu ce que je vais essayer très rapidement de résumer avant de vous laisser la parole, mais j'irai très vite parce que je pense que les témoignages étaient vraiment plus importants à entendre. Et comme ça, je vous ai donné aussi mon petit témoignage à moi, ce qui vous explique pourquoi je suis là aujourd'hui, pourquoi depuis 20 ans, je suis impliquée dans différentes associations et récemment dans le GAMP et en Fort-Autisme. Mais j'ai aidé aussi à mettre sur place, donc on n'a pas parlé du répit, on n'en a pas eu l'occasion, on n'en parlera pas, mais j'ai aussi contribué à mettre sur place une maison de répit pour personnes autistes qui se trouve à Jean-Blou et qui aujourd'hui est subsidiée, fait partie des meubles, et j'ai aidé avec le SUSA aussi, mais voilà, l'histoire avec le SUSA est une longue histoire, ça il faut le dire. Plus de 20 ans, Christelle. C'était... ça fait longtemps. Alors voilà, je reprends très rapidement les choses importantes. Bien entendu, il a été dit beaucoup plus que cela, mais on ne peut pas tout dire. Je pense d'abord, bien sûr, merci
de nous avoir donné cette dernière opportunité d'intervenir dans cet hémicycle qui est très bien rempli. Vraiment, à ma surprise, il est très, très bien rempli. Donc, l'importance, Christelle l'a dit, l'importance d'une détection d'un diagnostic précoce. Plus on détecte, on l'a dit, et plus de chances nous avons donc de réduire le surhandicap, les surhandicaps éducatifs qui vont se cumuler. Vous les avez entendus, mon histoire est celle-là, mais c'est l'histoire aussi de beaucoup d'autres parents qui vont se cumuler tout au long de la vie à cause de prises en charge qui ne sont pas adaptées. Donc réduire ces handicaps, ces surhandicaps permettra aussi après, à l'âge adulte, une meilleure inclusion et en tout cas un meilleur épanouissement pour ces personnes, même si l'autisme ne se guérit pas, nous le savons. On n'est pas là pour dire que l'autisme va être guéri, certainement pas. Donc, il n'y a pas dans notre pays encore, en tout cas un pays francophone, mais je ne pense même pas en Flandre, un dépistage systématique. Voilà, c'est une de nos demandes. On n'en a pas parlé, mais ce serait quand même utile d'y penser. Au Québec, ils y pensent et effectivement, ils ont mis en place maintenant des questionnaires qui vont être donnés aux parents pour dépister les premiers signes d'autisme. Donc déjà à l'époque de la maternelle, en tout cas le plus tôt possible, parce que Christelle l'a très bien dit, il y a des possibilités d'intervention intensive. Je vous rappelle, tout ça n'est pas dans le PowerPoint évidemment, mais je vous rappelle qu'il existe 2 centres sur toute la Fédération Wallonie-Bruxelles qui peuvent offrir aux enfants autistes, s'ils sont dépistés suffisamment tôt, des interventions intensives 20 heures semaine. C'est l'unité API de l'UDERF, mais qui n'a que 10 à 15 places, pas plus, et c'est aussi le Chaboté, et qui se trouve à Sarlisbar pour une quinzaine d'enfants et une toute petite unité aussi au Jacinthe à Braine-l'Alleud où ils attendent actuellement un subside de la région wallonne pour pouvoir s'élargir. Il y a de longues listes d'attente dans les centres de référence, Christelle l'a dit, il faudrait doubler la capacité de ces centres, donc je le dis aux politiques. Il y a aussi une très mauvaise connaissance des outils de dépistage. Il y a le projet Starter, c'est magnifique. Nous demandons qu'il soit élargi, qu'il soit davantage connu, non seulement par les médecins. Cette information en ligne, j'ai eu l'occasion de le voir, parce que je connais un médecin qui a un numéro d'ami, je suis allée la voir. Voilà. Sinon, je n'aurais pas pu vous en parler aujourd'hui. C'est un magnifique outil. Il faut qu'il soit davantage connu et au-delà des médecins, s'il vous plaît, faites en sorte que cet outil soit davantage diffusé. Alors, l'accompagnement, c'est très important. Sarah en a touché un mot. Oui, c'est vrai que nous, le GAMP, on organise des formations, mais des formations à l'autisme sont organisées par le SUSA, etc. Ce n'est toujours pas assez et ça ne touche pas tous les parents. Il est important de mettre en place de bonnes pratiques dès le diagnostic, absolument. Je l'ai dit, je ne le répéterai pas, il faut mettre en place, tu l'as très bien dit, on ne s'est pas concerté, mais il faut suivre les recommandations des bonnes pratiques du KCE, Centre d'expertise en soins de santé fédéral, et du CSS, Conseil supérieur de la santé, étude qui était d'ailleurs présidée par le professeur Majorotte et qui dit clairement quels sont les outils qu'il faut utiliser. Le TEACH, bien entendu, il est déjà utilisé, mais il y a aussi la méthode Denver pour les tout-petits qui est utilisée davantage dans l'unité API. Il y a le PECS, le système de communication par échange d'images, qui doit être utilisé aussi. Mais, et je pense à la coupole, c'est certain que même les adultes pourraient apprendre à communiquer un minimum avec le PECS, mais il faut, au départ, 2 personnes pour un élève. 2 personnes qui aident. Après, avec une personne, c'est bon. Mais au départ, il faut 2 personnes. Comment voulez-vous qu'à la coupole, on dégage 2 personnes pour une personne autiste? C'est impossible. Donc, on leur a fait une formation, on leur a donné une formation avant que Farah arrive, et malheureusement, je pense qu'ils n'ont pas pu l'utiliser. Voilà. Il y a une énorme carence de services spécialisés dans les interventions précoces intensives, on l'a dit. Il y a un problème de formation adaptée des professionnels, de tous les professionnels.
Même si des formations existent, elles ne sont pas suffisantes. En tout cas, tous les professionnels n'y ont pas accès. Alors, la question de la guidance parentale est absolument importante parce que même si, aussi bien au SUSA que nous donnons des formations, peut-être même aux outils ABA fonctionnels et au PECS, s'il n'y a pas une supervision des parents pour les mettre en place à la maison, souvent les parents se découragent et disent le PECS n'est pas pour mon enfant. Non, ce n'est pas vrai. Le PECS, tous les enfants peuvent, tous les adultes peuvent l'utiliser. Simplement, il faut pouvoir être supervisé pour le faire. Une formation n'est pas suffisante s'il n'y a pas de suivi. Et c'est vrai aussi pour l'école, et j'y arrive rapidement. Je dis, il reste encore aujourd'hui des centres qui a que des enfants qui sont hyper bien subsidiés. Maintenant, ça sera le COCOM pour Bruxelles et ça sera la VIC pour la région wallonne. Ils ont un nombre important de personnel, ils reçoivent énormément d'argent. Je sais que je suis la seule, parce que je suis parent, que je peux me permettre de le dire, mais ces centres doivent évoluer. Ces centres de réadaptation fonctionnelle en ambulatoire, il en existe en Flandre, il en existe en région wallonne. Eh bien, la différence avec la Flandre, c'est qu'ils ont convention autisme et approche comportementale, alors qu'on a fait tous les tours des centres de réadaptation fonctionnelle et ambulatoire. Tous les francophones, ou presque, à quelques exceptions près, hein, donc sauf les PILIF, bien entendu, eh bien, ils sont à référence analytique. Quand vous allez là-bas, ils ne savent pas ce que c'est le PECS, ils ne savent pas ce que c'est l'ABA fonctionnel. C'est ahurissant parce que c'est vous, les politiques, qui les subsidiez et vous n'osez pas, vous, les politiques, vous n'osez pas leur dire et leur imposer, je le dis, imposer des bonnes pratiques. On vous subsidie, utilisez les bonnes pratiques qui sont recommandées par le KCE et par le SCSS. S'il vous plaît, c'est ça qu'on vous demande de faire. C'est de l'argent jeté par la fenêtre. Je n'ajouterai pas beaucoup sur l'école inclusive, je reprends juste le fait qu'il n'y a pas un cadre légal pour l'inclusion sociale. En Italie, tous les enfants sont à l'école ordinaire. Dans les années 70, on a supprimé en Italie l'enseignement spécialisé, ça n'a duré que 10 ans, hein, de 60 à 70. On l'a supprimé parce qu'on s'est rendu compte finalement que ça ne marchait pas bien. Et donc, on apprenait davantage l'inclusion sociale, à savoir, comme disait le professeur Majrotte, est-ce qu'il faut vraiment que l'enfant passe le COB comme tout le monde? Eh bien non. En Italie, l'enfant ne va pas passer le COB, il va passer un COB adapté, adapté à ses propres capacités. Il a un plan individuel, les parents ont une copie de ce plan, ils font le plan individuel avec les enseignants. Est-ce que c'est la même chose ici? Je ne sais pas. Mon fils n'est plus à l'école depuis longtemps, moi je n'ai jamais vu de PIA, mais je voudrais quand même que quelques parents prennent la parole peut-être pour nous dire s'ils ont fait ce PIA, s'ils ont rédigé ce PIA avec les enseignants et s'ils en ont une copie, ça serait vraiment très utile. Je ne reviendrai pas sur la carence de formation, mais l'importance de superviser les pratiques même à l'école, d'avoir une supervision extérieure. Pourquoi pas le SUSA? Mais il faudrait évidemment l'élargir beaucoup, ce pauvre SUSA, parce que c'est vrai, il ne peut pas tout faire. Mais pourquoi ne pas avoir une évaluation des pratiques au sein des écoles? On a des classes à pédagogie adaptée, il faut une évaluation. Or, tant qu'elles étaient expérimentales, il y avait une évaluation, et c'est qui donnait une garantie de qualité. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc, vous avez des témoignages, vous avez vu horrifiants, de parents qui disent l'enseignement spécialisé, c'est vraiment... Eh bien non, alors qu'il y a des superbes classes qui fonctionnent très bien, et je le dis, donc je leur ai dit, c'est important pour les enseignants, pour ne pas les enfoncer là quand ce n'est pas nécessaire. Donc voilà, l'évaluation, la supervision, je pense que c'est indispensable. Alors une vie digne à l'âge adulte, bien entendu. Si on pouvait déjà éviter le gros du surhandicap qu'on retrouve à la coupole, par exemple, que peut-être on ne retrouve pas de la même manière au pilotis, même si c'est de la grande dépendance, sachant qu'il y a quand même de la grande dépendance plus. On dit XX 3 fois XL. La grande dépendance, c'est l'énorme défi. C'est l'énorme défi, vous l'avez entendu, je ne redirai pas ce que M. Hulins a dit. La grande dépendance
c'est aussi un manque cruel de place, de toute façon pour tout le monde, mais surtout pour la grande dépendance, parce qu'il faut une formation adéquate. C'est aussi un manque de formation, même si on sait très bien qu'à la coupole au pilotis, vous êtes bien formés, mais ce n'est pas le cas de toutes les institutions, malheureusement. Et c'est aussi un manque de services, de gestion des crises. Eh bien, ça n'existe pas. On n'a pas parlé du répit, on n'a pas parlé d'intermède, il existe, mais Intermède est un service qui accueille les personnes sans solution, qui fait en sorte aussi qu'ils commencent à s'habituer petit à petit éventuellement à un service résidentiel si jamais on trouve une place. Mais voilà, ce n'est pas un centre d'accueil de crise. On peut gérer parfois certaines crises, mais voilà, ça n'existe pas. Il faudrait qu'on ait des unités peut-être de crise, comme ça existe en Flandre, des unités de crise dans lesquelles on peut accueillir des personnes l'espace d'un temps relativement long, entre 3 mois minimum et 2 ans. Ça existe au Québec, ça existe en Flandre. Pensons-y aussi ici. Hein. Peut-être que quelqu'un devrait imaginer un projet pareil. Mais voilà, on n'a pas du tout abordé, je l'ai mis, hein, quid des adultes qui ont haut niveau de fonctionnement. On ne l'a pas abordé. C'est vrai qu'on se concentre, en tant que GAMP Info-Autisme, on se concentre beaucoup sur la grande dépendance, mais en tant qu'Info-Autisme, je peux vous assurer que je reçois quand même toutes les semaines des coups de fil des parents d'enfants qui ont un bon niveau de fonctionnement, souvent des adolescents qui arrivent vers l'âge adulte, et c'est entre 16 et 18 ans que les choses se gâtent à l'école. École ordinaire, souvent sans aménagement particulier, parfois oui, mais on se pose la question pourquoi cet enfant socialement est si différent, etc. Et ce n'est qu'à cet âge-là qu'on arrive à avoir des diagnostics encore aujourd'hui de syndrome d'Asperger, etc., etc., d'autisme de haut niveau. Toutes ces personnes sont laissées pour compte. Sont laissées pour compte. Bien sûr, on met des priorités. Bien sûr, on dit que la grande dépendance est une priorité et on est là pour ça aujourd'hui. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi des personnes qui sont lâchées dans la nature, comme on dit, sans aucune aide, sans aucun accompagnement, souvent sans diagnostic ou avec un diagnostic tardif et qui n'arrivent pas à travailler, qui n'arrivent pas à avoir des relations sociales épanouissantes, qui ont énormément de difficultés à ce niveau-là et qui n'ont pas d'aide. Ça, ce sont vraiment les oubliés de la cause de l'autisme. Ça, je le dis. Mais c'est vrai, les priorités, c'est encore autre chose. Alors peut-être, une dernière chose, je pense que je vais couper sur tout ce qui est nos revendications. Je l'ai déjà dit dans le courant de ces quelques diapositives, de ces quelques minutes. Je vais donc les passer et pour permettre aux personnes qui sont ici de s'exprimer, on est un peu en retard, mais ce n'est pas bien grave. J'ai 2 petites phrases pour conclure, sur lesquelles je vous demande un peu de réfléchir. Voir loin, parler franc, agir ferme. C'est ce que nous, parents, faisons. C'est ce que les professionnels font aussi, je pense. J'ai vraiment l'impression que les professionnels aujourd'hui, c'est bien ce qu'ils ont fait. Hein? Les éducateurs, les enseignants, les directeurs d'école, voilà. Toutes ces personnes, je dirais, on est conforté dans l'idée qu'il faut voir plus loin, il faut parler clairement et il faut agir, parce qu'il ne suffit pas de parler. Il faut agir, le GAMP est dans l'action, ça vous l'aurez compris. Et alors, pour les politiques en particulier, j'aime bien ce proverbe arabe qui dit « Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, mais qui ne veut rien faire trouve ou trouvera une excuse. » Alors, chers amis députés qui êtes ici en nombre, chers membres du cabinet, assez avec les excuses, s'il vous plaît, agissez. Merci à tous, merci la présidente.